Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, avant de s'attaquer à notre premier template avec Blade, il faut qu'on s'attaque à la partie gestion des assets, puisque ces assets vont être ensuite utilisés sur nos templates Blade. Donc les assets, je parle de JavaScript, je parle de CSS. Pour gérer le bundling de nos assets, on va utiliser Vite, c'est la solution qui est mise en place par défaut sur toutes les nouvelles installations de Laravel. Avant, c'était Webpack qui était utilisé, mais Vite utilise un système quand vous êtes en environnement de développement qui utilise les modules ECMAScript natifs des navigateurs modernes, qui fait que en fait, le build des assets est bien plus rapide qu'avec Webpack. Et donc du coup, pour nous en développement, c'est juste génial parce que à peine on va modifier le fichier et faire un petit CTRL S, directement, les changements sont pris en compte dans le navigateur. Parce qu'en plus de gérer le bundling de vos assets, Vite, il vient par défaut très facilement, on va le voir juste après dans le fichier de config de celui-ci sur notre projet Laravel, il vient faire un refresh auto du navigateur à chaque fois que vous allez modifier une de vos ressources, ce qui du coup est juste génial, vous n'avez jamais à vous amuser à venir vous-même refresh le navigateur dès que vous modifiez un élément, que vous ajoutez un élément sur un de vos templates, que vous modifiez son style ou du JavaScript, tout ça sera pris en compte directement, puisque Vite fait tourner un petit serveur qui s'occupe de surveiller justement ces modifications. Et nous, sur nos templates, on aura un petit script JavaScript qui communiquera via WebSocket avec ce fameux serveur géré par Vite pour du coup prendre en compte les modifications dès que celles-ci sont envoyées du coup par le serveur de Vite. Donc je vous rassure, moi qui suis développeur back à la base et qui du coup suis pas le plus à l'aise du monde avec tous les outils côté front, ça s'utilise extrêmement facilement puisqu'en fait tout est déjà plus ou moins configuré de base. Vous utilisez simplement le bon plugin qui correspond à votre techno. Nous, il y a un plugin qui existe pour Laravel. Si vous faites un site, une application avec React, vous avez un plugin pour React. Si vous en faites un avec Vue.js, il y en a un pour Vue.js, etc., etc. Donc là, si on regarde du côté de VS Code et que je vais sur la config de Vite qu'il y a par défaut, on peut voir en fait que par défaut, tout est déjà très bien géré, on n'a rien à faire. On a du coup le plugin de Laravel qui est utilisé et donc on voit que dans ce fichier de configuration, on a déjà du coup le fichier qui est dans ressources CSS et qui s'appelle app.css et pareil pour côté JavaScript en fait qui sont déjà pris en compte et qui du coup seront déjà par défaut surveillés par notre serveur Vite pour du coup prendre en compte les modifications qu'il y a dessus, faire un build et du coup l'envoyer à toutes les vues en fait qui incluent le fichier JavaScript en question. Et donc simplement pour gérer le refresh auto du navigateur, vous voyez on a simplement ici une propriété refresh avec la valeur true. C'est aussi simple que ça. Donc nous dans ce fichier là on ne va rien y faire parce que la configuration par défaut est tout à fait pertinente pour notre projet. Par contre, on va utiliser Tailwind CSS et Alpine.js, donc respectivement pour avoir un framework CSS et un framework JavaScript sur notre projet. Donc pour Tailwind CSS, je crois que je vous l'ai déjà dit à quelques reprises, notamment dans la précédente vidéo, ma mémoire me fait défaut. Et Alpine.js, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais en fait c'est un micro-framework Alpine.js qui s'apprend concrètement en très peu de temps. Bien plus rapidement qu'un Vue.js ou qu'un React ou qu'un Angular, vraiment beaucoup plus rapidement, même encore plus vite que Svelte, ce qui est absolument incroyable. Pour beaucoup de cas d'utilisation, Alpine est tout à fait cohérent en termes de choix, donc c'est lui qu'on va utiliser ici. L'intérêt, c'est que si du coup vous n'avez jamais fait de JavaScript, Alpine.js va vraiment être très simple à comprendre, et encore une fois, si jamais vous êtes vraiment pas très chaud pour cette partie-là, vous aurez juste à copier-coller les bouts de code que je vous mets, puisque je sais même pas si je l'avais dit parce que ça me paraissait naturel si je précisais pas le contraire, mais vous avez à chaque fois en dessous le lien vers les fichiers sources de ce projet. Et également, vous avez, quand on a travaillé sur le projet, vous avez un lien vers le commit qui correspond à ce qu'on a fait dans la vidéo. Comme ça, du coup, ça vous permet en fait de voir directement toutes les modifs qu'on a fait. Si vous avez suivi un petit peu une vidéo en diagonale parce que je vous connais, vous pouvez du coup voir si vous n'avez pas loupé un petit bout de code et ça vous aidera du coup à comprendre pourquoi vous avez un bug dans une des vidéos suivantes alors que moi, je ne l'ai pas. Donc Tailwind CSS, on peut aller rapidement sur le site. L'intérêt, c'est que vous voyez juste ici, vous avez un petit peu une démonstration
de comment il fonctionne. Donc vous voyez, c'est que des classes utilitaires qu'on va utiliser. Et donc à chaque fois qu'on vient en mettre une, bah, du coup ça va venir fixer une valeur pour une propriété CSS en particulier. Tailwind CSS, comme la plupart des frameworks CSS, il fonctionne en mobile first. Ça veut donc dire que par défaut, les propriétés vont être fixées pour toutes les tailles d'écran. Et ensuite, vous pouvez indiquer des préfixes pour indiquer du coup pour quel breakpoint vous voulez affecter telle ou telle classe. Là par exemple, si vous faites un md2.flex, eh bien ça va mettre en display flex l'élément en question seulement quand on aura atteint une taille d'écran en medium minimum. Donc voilà pour cette forme-là. Sur Tailwind CSS, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que c'est pas le but de cette formation et que je compte vous faire une formation dédiée en fait à Tailwind CSS pour bien le configurer et l'utiliser comme il faut. Donc du coup, on en reparlera un petit peu plus tard. Là, c'est cool, on va découvrir ça un petit peu ensemble. Et à chaque fois, je vous dirai à quoi servent chaque classe quand on les verra plus ou moins pour la première fois, histoire que vous soyez un petit peu familier de tout ça et que vous ne faites pas les choses sans comprendre pourquoi vous les faites. Donc voilà pour Tailwind CSS et pour Alpine.js. Donc le site est très très simple, minimaliste, tout comme le framework, puisque comme vous le voyez, pour maîtriser le framework, vous devez maîtriser seulement 15 attributs HTML, 6 propriétés et 2 méthodes, et c'est tout. Après, du coup, vous êtes totalement autonome avec ce framework JS, qui, vraiment, je le trouve juste hyper bien pour travailler au quotidien. C'est vraiment un super framework, même si je continue pour ma part à faire du Vue.js à côté, parce que j'aime bien avoir un framework un peu plus poussé, dirons-nous, pour d'autres projets, et parce que, mine de rien, il faut quand même correspondre au marché de l'emploi, c'est important, et autant j'adore Alpine.js, autant Alpine.js, vous n'allez pas le retrouver dans beaucoup d'offres d'emploi, même si, avec Laravel, c'est pas forcément vrai, puisqu'il y a une stack qui s'appelle la Tall Stack, qui consiste à utiliser Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel et une quatrième techno dont on parlera pas dans cette formation qui s'appelle Livewire. Et donc du coup de plus en plus on voit d'offres d'emploi, notamment chez les anglophones, qui demandent du coup de maîtriser cette tall stack. Mais nous en France, déjà qu'on n'a pas énormément de Laravel, on a encore moins du coup de demandes pour Alpine.js. Mais du coup, je pense que ce framework mérite d'être connu et reconnu pour ce qu'il permet de faire, parce que c'est absolument génial. Et tout ça du coup avec une courbe d'apprentissage qui est super rapide. On va donc commencer par installer Tailwind CSS et ensuite on installera Alpine.js et du coup on le mettra en place dans le fichier JavaScript app.js. Donc pour ce faire, je vous invite à aller sur Get Started. On voit ici un petit onglet Framework Guides, donc vous allez dessus et comme par magie, on a la possibilité de cliquer sur Laravel, c'est génial, on dirait que tout a été prévu. Et du coup ici vous avez la procédure complète pour installer Tailwind CSS sur un projet Laravel. Donc c'est juste trop bien. Au début, donc on vous dit de créer un nouveau projet Laravel, ça paraît logique. Nous, on l'a, donc on n'a pas à s'y intéresser. Et ensuite, du coup, on vous dit d'installer de nouvelles dépendances pour NPM. Forcément, si vous utilisez PNPM, Yarn ou peu importe quoi, et bien du coup, vous pouvez les utiliser à la place. Ici, c'est NPM qui est utilisé, mais vous utilisez le package manager que vous souhaitez. Donc ici, cette commande va installer les 3 dépendances, puisque du coup, Tailwind CSS va fonctionner avec PostCSS pour notre installation. Et ensuite, du coup, ici, cette commande va créer un fichier de configuration pour Tailwind CSS. Et ici, la petite option "-p", créer un fichier de configuration pour PostCSS. Donc vous cliquez sur copier, vous venez coller tout ça et vous faites entrer. Donc du coup, vu qu'on n'avait pas installé les dépendances qui sont présentes par défaut sur un projet Laravel côté front, ça va également les installer au passage. Comme ça, du coup, ça va venir créer le dossier non-modules que vous avez juste là. Donc là, on voit que c'est terminé. On voit du coup que ça a non seulement installé toutes les dépendances, mais qu'en plus de ça, ça m'a créé un fichier tailwind.config.js. Donc c'est vraiment le fichier de configuration de base de Tailwind CSS. Et du coup, pareil pour PostCSS, on voit que simplement, on a indiqué à PostCSS qu'en plugin, il allait utiliser autopréfixeur et Tailwind CSS. On revient juste ici,
On vous dit que vous allez devoir du coup configurer les chemins vers vos templates. En fait, vous allez devoir indiquer au niveau de la propriété content un tableau qui va contenir les chemins vers les différents fichiers que vous souhaitez surveiller pour regarder en fait dans leur contenu du coup les différentes classes qui sont utilisées de Tailwind CSS. Parce que par défaut en fait Tailwind CSS, il y aura aucune de ces classes utilitaires qui sera présente dans le fichier CSS en sortie. Et en fait au fur et à mesure que vous allez utiliser ces classes dans vos différents templates, fichiers JavaScript ou autres, et bien du coup il va venir les rajouter, il va nourrir en fait le fichier CSS en sortie. Donc du coup c'est important de lui préciser tous les fichiers et du coup tous les sous-dossiers dans lesquels vous pouvez avoir des fichiers qui contiennent des classes de Tailwind CSS que vous allez utiliser. Sinon du coup ça va pas prendre en compte et du coup la classe n'existera pas aux yeux de votre projet. Donc là on va venir récupérer seulement ces 3 lignes. On revient là. Ici notre tableau on peut l'ouvrir et du coup on met nos 3 lignes. Donc juste ici on vous met du coup le chemin vers vos templates Blade. Donc là, quand vous avez 2 étoiles, c'est pour dire que dans tous les sous-dossiers de ressources, vous voulez du coup faire une surveillance. Et du coup, dans tous ces sous-dossiers, si jamais on a des fichiers en .blade.php, et bien du coup, on veut venir les surveiller. C'est pareil du coup pour les fichiers JS, des fois on va utiliser du coup des classes CSS dans les fichiers JS, du coup on peut le laisser, et du coup ils ont mis par défaut également la même chose pour des fichiers vus, si jamais du coup vous avez des single file components, sauf que nous on va pas utiliser Vue.js sur notre projet ici, du coup cette ligne là, vous pouvez venir la supprimer, elle ne nous sera pas utile. Donc là on est bien. Une fois que vous avez configuré votre fichier, on vous dit d'ajouter dans votre fichier CSS les 3 directives que vous voyez juste ici. C'est du coup grâce à ces 3 directives qu'on va avoir en sortie du coup le fichier CSS qui va contenir tout le code CSS de Tailwind. Avec du coup seulement les classes utilitaires que vous avez utilisées dans les templates qui ont été indiqués juste un peu plus haut. Donc là, vous copiez ça. Vous allez dans ressources CSS app.css, vous collez tout ça. Si c'est souligné ici, c'est normal. Il faudrait qu'on installe une petite extension sur notre éditeur pour que du coup les directives Tailwind ne soient pas non reconnues. Et ensuite, du coup, on vous dit, c'est tout bon, vous pouvez lancer le serveur de Vite avec un petit npm rundev dans votre terminal pour du coup générer vos fichiers, votre fichier CSS. Nous ici, pour le coup, pour l'instant, on ne va pas le faire parce qu'on doit encore s'occuper de Helpin.js et on a encore 2-3 petites configurations propres à notre projet qu'on va faire pour Tailwind CSS. Du coup, pour l'instant, on ne fait pas ça. Vous pourriez le faire et faire un CTRL-C ensuite pour stopper le serveur, il n'y a pas de souci, juste pour voir si ça fonctionne. Mais ici, pour l'instant, on va pas le faire. On va aller au bout de nos installations et de nos configurations. Dans notre projet, on va faire pas mal de formulaires. Et il y a du coup quelques formulaires pour lesquels on voudra appliquer un style par défaut qui fait en fait une sorte de reset de nos champs de formulaires pour plus facilement les styliser ensuite. Et donc, pour ce faire, on va devoir installer une dépendance supplémentaire qui s'appelle du coup Tailwind CSS Forms, qui permet du coup de faire ce que je vous ai indiqué, de faire un petit reset de ces différents champs. Moi, je vais devoir l'utiliser, cette dépendance, parce qu'on va être amené à pas mal utiliser, notamment pour la partie authentification, des composants de Tailwind UI. Donc Tailwind UI, en fait, c'est une bibliothèque de composants prête à l'emploi créée par les créateurs de Tailwind CSS. C'est une bibliothèque qui, à la base, est payante, mais moi, je l'ai achetée. Et du coup, on est autorisé, en tant que personnes qui ont acheté cette bibliothèque, on est autorisé en fait pour des formations ou pour de l'open source ou autre, à redistribuer 2-3 composants comme ça droite à gauche. Tant qu'on s'amuse pas à vous donner un accès à la bibliothèque, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc du coup, je vous donnerai en fait quelques petits composants qui sont, vous voyez, dans l'énorme liste que vous avez juste ici, durant cette formation, pour pas qu'on ait à tout créer nous-mêmes. Ce sera beaucoup plus sympa, histoire de se focus nous sur la partie PHP Laravel. Et donc du coup, Tailwind UI utilise Tailwind CSS Forms pour du coup ces formulaires. Donc forcément, il faut qu'on vienne l'installer. Donc on va venir se l'installer. Donc là, vous copiez ici cette commande pour installer Tailwind CSS Forms. On l'installe. Donc ça va se faire très rapidement. Voilà.
Et donc ensuite, on vous dit que dans tailwind.config.js, au niveau de la propriété plugins, on va devoir venir faire un petit require de Tailwind CSS Forms pour que du coup le plugin soit pris en compte. C'est bien de l'installer, maintenant il faut indiquer à Tailwind CSS qu'il faut qu'il le prenne en compte. Donc vous copiez cette ligne-là, vous revenez sur votre config de Tailwind et du coup dans plugin, vous ajoutez le petit require de Tailwind CSS Forms. Donc là, c'est impeccable pour cet ajout. On voit ensuite un petit peu plus bas, donc là, si je descends un petit peu, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter une stratégie pour l'utilisation de ce plugin. Donc soit c'est la stratégie de base, soit c'est la stratégie classe. Nous, on va utiliser la stratégie classe qui va du coup nous permettre d'indiquer explicitement à chaque fois, pour chaque champ, ceux pour lesquels en fait on souhaite justement utiliser ce reset. Si vous utilisez la stratégie base, qui du coup est la valeur par défaut pour cette propriété, eh bien en fait tous les champs de votre projet vont automatiquement avoir ce reset. Et on pourrait trouver ça cool pour la plupart des projets, sauf que nous, notamment pour la page d'accueil, pour le champ par exemple de recherche, eh bien on ne va pas vouloir prendre en compte ce reset. Donc du coup on va vouloir l'indiquer explicitement pour les champs pour lesquels on veut le faire, et du coup pour faire ça il va falloir indiquer ici que la stratégie qu'on veut utiliser c'est classe. Et donc du coup on devra explicitement indiquer les classes que vous avez juste ici dans ce tableau à chaque fois qu'on aura un champ, en fonction, vous voyez ici des types, des selects, des types URL, email ou autre, on voit qu'on a des classes parfois différentes à affecter aux champs si jamais on souhaite leur faire un reset. Donc ici, vous venez simplement copier cette petite partie-là, vous venez du coup la rajouter, boum, à la suite de ça, et donc là, on laisse simplement le stratégie classe. On va pouvoir retourner du coup sur Tailwind UI. Encore une fois, le lien vers cette page précisément, je vous l'ai mis juste en dessous. On voit que par défaut, Tailwind UI pour ses composants utilise une police de caractères qui s'appelle inter, que personnellement j'adore, dont maintenant j'abuse sur quasiment tous mes projets parce que je trouve que c'est une police qui est extrêmement lisible. C'est une police en sans sérif, hein. Et donc du coup, je voudrais qu'on l'ajoute à notre projet pour que du coup notre site soit un petit peu plus sympathique à regarder. Mine de rien, le choix de la police de caractère, parfois on le néglige et en fait c'est super important. Vous pouvez tester sur des projets que vous avez créés, juste changer la police, vous allez voir que votre site va vous paraître complètement différent. Donc du coup, moi j'aime bien inter. On voit en plus qu'on peut l'ajouter à nos projets simplement via un élément link dans nos templates. Donc du coup, nous, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo quand on va venir s'occuper du template de la page d'accueil. Et donc du coup on vous dit que pour indiquer à Tailwind CSS dans sa configuration que par défaut quand on va vouloir utiliser des polices sans sérif dans nos templates, on veut utiliser la police inter, et bien du coup on va devoir renseigner dans la propriété extend que pour les fonts de family en sans sérif on veut utiliser tout d'abord la fonte inter var, et ensuite du coup mettre à la suite les polices qu'il y avait par défaut dans la configuration par défaut de Tailwind CSS. Donc là, on va venir copier tout ça. Donc on commence par copier la constante default theme. Donc là, je vais enlever le commentaire. Ici, je viens importer tout ça. Et donc ensuite, dans extend, on vient récupérer la propriété font family. Et donc là, vous venez sur extend. Vous ne trompez pas à chaque fois de propriété au niveau des valeurs. Ça peut vite arriver parce que du coup, il y a quand même pas mal de propriétés et de sous-objets dans des sous-objets. Donc ça peut vite un petit peu vous perdre. Et donc là, on est impeccable. À chaque fois qu'on utilisera une police en sans sérif dans notre projet, ce qui sera le cas du coup par défaut, et bien du coup, ça sera la police intervar qui sera utilisée. Ce qui du coup est juste parfait. Donc là, j'ai besoin de sauter qu'une seule ligne. Et donc là, pour la configuration de Tailwind CSS, cette fois-ci, on est tout bon. On va donc du coup maintenant pouvoir s'attaquer à l'installation de Alpine.js. Donc pour installer Alpine.js, c'est super simple. Un petit npm install, donc i-d, et du coup, on va installer Alpine.js.
Celui-ci est maintenant installé, on n'a plus qu'à aller dans notre fichier javascript app.js et on va venir du coup l'importer et le démarrer pour qu'ensuite on puisse l'utiliser dans tous les templates qui viendront du coup utiliser notre script JavaScript. Donc là, ça va être tout simple, on fait un import de Alpine, boum, donc vu que c'est la valeur par défaut, pas besoin de l'entourer d'accolades. Pour ma part, je n'utilise pas les points-virgules en JS. Je sais que c'est quelque chose qui prête à débat. J'apprécie ne pas les utiliser. On pourrait trouver ça étonnant venant d'un dev PHP. Mais j'apprécie ne pas utiliser les points-virgules en JavaScript. Et donc là, on va simplement démarrer Alpine. Et donc pour le démarrer, vous faites un petit Alpine start. Et c'est tout. Vous voyez, c'est quand même plutôt simple. Dernière chose à faire, et ça va se passer du coup dans notre CSS, on va devoir venir ici à la suite créer une petite règle rien que pour nous maison, pour que du coup notre framework JavaScript Alpine.js puisse se comporter exactement comme on le souhaite. Par défaut avec Alpine.js, vous allez pouvoir attribuer un attribut qui va s'appeler xcloak, qui permet par défaut, du coup au chargement de la page, d'avoir un élément qui va être caché, qui ne va pas être montré, et au moment où Alpine.js va être complètement initialisé et va du coup pouvoir gérer les endroits où vous l'avez utilisé sur votre template, et bien du coup lui il va venir automatiquement supprimer cet attribut, et donc du coup vu que c'était cet attribut qui sert à cacher l'élément HTML en question, ça va du coup le remontrer. C'est-à-dire que si jamais c'est un attribut précis qui permet à mon élément d'être en display none et que du coup je viens supprimer l'attribut, forcément le display none il dégage et du coup forcément l'élément est remontré de nouveau. Et donc très souvent avec les frameworks JS c'est quelque chose qui est pratique. Quand vous allez avoir par défaut un gros bloc de HTML par exemple que vous voulez cacher par défaut tant que le framework JS n'est pas initialisé, qu'il n'a pas fait son travail sur l'élément en question, et bien du coup vous allez utiliser xcloak sur l'élément pour le cacher, pour être sûr qu'il n'apparaît pas pendant une petite demi-seconde devant les yeux de notre visiteur, pour faire votre travail dessus avec votre framework, ici Alpine.js, et du coup ensuite, une fois que c'est fait, vous venez le remontrer de nouveau. Donc du coup ici il va falloir indiquer en fait que quand on a un attribut xcloak sur un élément, on veut un display none, parce que du coup par défaut, forcément c'est pas ajouté directement à Tailwind CSS. Donc là j'indique, si jamais j'ai un attribut xcloak, donc là c'est un sélecteur CSS ou classique, et bien du coup je veux un display none. Et du coup je le mets en important, comme ça il aura une très grande priorité. Et là du coup on est vraiment pas mal. Là on est vraiment pas mal, et donc du coup ce que vous pouvez vous permettre de faire dès à présent, enfin, c'est de faire un petit npm run dev pour vérifier que déjà tout fonctionne bien. Donc vous voyez que en développement, Vite vient démarrer un petit serveur sur le port 5173 de votre hôte. Donc c'est ce serveur qui va s'occuper de regarder s'il y a des modifications sur nos différents assets pour du coup venir les prendre en compte, builder les fichiers en question, et ensuite du coup via WebSocket indiquer à nos templates là il y a une modification, viens la prendre en compte, et du coup fait un refresh du navigateur. Donc du coup c'est ce serveur là qui fait tout ça. Donc lui concrètement vous n'avez pas à vous en occuper, hein. Vous pouvez continuer à utiliser votre site sur le port 8000 comme on vous l'indique ici, il n'y a pas de souci. Vite fait sa petite cuisine de son côté, nous on n'a pas à s'en occuper. Et donc du coup on verra dans la prochaine vidéo, quand on va s'occuper du template de la page d'accueil, une petite directive de Blade qui permet du coup d'automatiquement insérer notre fichier JavaScript, notre fichier CSS, et également du coup le fichier JavaScript qui permet du coup de gérer la communication par WebSocket quand on est en environnement de développement. Quand vous allez passer en production, du coup le build de vos assets va se faire comme avec n'importe quel outil comme Webpack ou autre. Ça va se faire normalement, et d'ailleurs du coup c'est Rollup derrière qui est utilisé pour faire ce build là pour la production. Donc c'est vraiment sur la partie plus développement que Vite se détache des autres technologies, et c'est ce qui fait qu'il est aussi rapide. On est tout bon pour ça. Du coup on va pouvoir passer à la prochaine vidéo dans laquelle on va gérer ce fameux template de la page d'accueil. On ne va pas le faire de A à Z en le tapant à la main.
Au départ, je partais là-dessus, et puis ensuite j'ai vu la taille du template qui est absolument gigantesque, et vu que c'est en fait que du HTML avec plein de classes CSS, je trouve ça plus logique de vous donner en fait ce code-là, donc vous le retrouverez en dessous dans la prochaine vidéo, je vous le redirai, hein, si jamais du coup vous êtes déjà passé à la prochaine vidéo, que vous ne m'entendez pas du coup dire ce que je dis là, et bien du coup vous le saurez. Donc du coup on fera une petite code review du template en question, mais ça sert à rien de tout faire nous-mêmes là parce que il y a plein de trucs, ce serait super long, et en fait je pense que vous n'êtes pas vraiment là pour ça, hein, vous êtes là pour la Ravel, donc du coup on va se focus là-dessus. Je vous dis donc à tout de suite pour gérer tout ça.